عجيب عجيب. شوية شوية كده مبريد. خلاص. شوية تاني. بس كده تمام. نور ابو علي. عاش الرئيس. برافو أمي. عاش الرئيس. برافو ميغيل. ميرسي. شكرا يا مدير. كويس. الحمد لله. كويس. يلا. شكرا. انا هنظبط. C'est un des très grands jours dans notre existence. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on attendait ce moment. C'est vraiment très émouvant. Moi, je me souviens, là, depuis la mise au jour du colosse, c'était en 2002. 2002-2003. La fouille, oui. En fait, plus d'une quinzaine d'années se sont écoulées depuis les premières études systématiques sur ce site situé à Luxor, sur la rive gauche du Nil, à quelques 650 km au sud du Caire. Bien sûr, les colosses de même nom, ces statues gigantesques de plus de 12 mètres de haut, indiquaient, grâce aux textes gravés sur leurs flancs, qu'ils représentaient le roi Aménophis III, nommé aussi Amenhotep. Ce roi régna durant une quarantaine d'années, au XIVe siècle avant notre ère. En fait, ces colosses assis se situaient à l'entrée de son temple, juste devant le premier pylône. Mais alors que ces statues colossales ont pu traverser plus de 34 siècles pratiquement sans dommage, le reste du temple ne donnait que bien peu de choses à voir en cette fin du XXe siècle. En arrière des colosses, à quelques 300 mètres vers l'ouest, une grande stèle haute d'une dizaine de mètres, remontée vers le milieu du siècle dernier. Non loin, une statue de crocodile représentant le dieu Sobek, des éléments de colonnes envahis par les herbes et émergeant du sol, à une centaine de mètres derrière les colosses, une sorte de gros rocher. Pourtant, tous ces vestiges dispersés sur cet immense terrain vague étaient suffisants pour que les égyptologues ne puissent douter qu'ils étaient en présence, là, d'un temple immense, sans doute le plus grand jamais construit sous le règne d'un pharaon. Dès 1998, Ourik Sourouzian, une égyptologue spécialiste de sculpture pharaonique, entreprit de faire revivre ce temple en y effectuant des fouilles pour y remettre en état les vestiges et les statues, qu'elle et son équipe ne manqueraient pas de découvrir. Une des premières tâches fut de dégager le gros bloc de quartzite situé à une centaine de mètres à l'arrière des colosses de même nom. En 2004, ce gros rocher informe avait déjà réservé quelques bonnes surprises, malgré des conditions de fouille rendues difficiles par la présence de l'eau dans le sol. Oui, alors là, nous sommes derrière les colosses de Memnon, à une centaine de mètres derrière, il y avait deux autres colosses qui précédaient un deuxième pylône du temple d'Amenhotep III. Et il y a 2 ans, nous avons commencé une opération de déblayage ici parce que ce colosse-là, c'était au départ une masse informe de quartzite. On savait vaguement que ça devait être une statue colossale du roi, mais on n'en connaissait pas les détails. Et pendant ce dégagement, on a eu une grande surprise. Soudain a apparu la main, la jambe et le pied droit du colosse. Et on s'est rendu compte que toute la moitié droite du colosse pourfendu, qui était tombée sur son flanc droit, était bien conservée en fait, sous la terre. Ce colosse, tout comme les colosses de même nom, devait être adossé à un pylône, comme c'est le cas pour la plupart des temples, comme on le voit ici au temple de Luxor.
on peut maintenant imaginer le plan schématique du temple, dont les colosses de même nom formaient l'entrée monumentale. Ainsi, au dos des colosses de même nom s'élevait le premier pylône. À une centaine de mètres en arrière, un deuxième pylône, dont on sait maintenant qu'il était précédé de deux autres colosses légèrement plus petits. Enfin, ayant observé que plusieurs rochers affleurent du sol à une centaine de mètres encore, deux autres colosses devaient précéder un troisième pylône. Poursuivant vers l'ouest, le temple présentait une cour à péristyle, suivie d'une salle hypostyle couverte, dont les bases de colonnes subsistent encore. Plus de 500 mètres séparent les colosses de même nom de l'extrémité estimée du temple. Tout au long de la campagne de fouilles 2004, toujours dans des conditions très difficiles, le dégagement du colosse du deuxième pylône s'est poursuivi. Couché sur son flanc droit, on distingue maintenant très bien son pied et sa jambe. Un peu plus loin, son torse, une épaule et sa tête sont encore en cours de dégagement. Alors que la tête a été mise à l'abri et que les premiers fragments sont déjà en cours de nettoyage, c'est au tour de l'épaule droite du colosse d'être dégagée. Après que la jambe du pharaon s'est détachée selon des cassures anciennes, apparut furtivement le visage de la reine Tihi, la grande épouse royale. Une protection lui est immédiatement appliquée avant de pouvoir déplacer le genou et la main du colosse. Quelques jours plus tard, alors que les abords ont été nettoyés, Oryx Sourouzian reçoit une visite importante. Monique Hennessy, une femme heureuse d'offrir, grâce à sa générosité, la possibilité de travailler 3 mois par an à toute l'équipe d'archéologues et aux quelques 300 ouvriers. Vu la reine. Voilà, ça c'est notre surprise. Et je n'ai pas vu les hiéroglyphes là-bas. Non, non, justement. Et ensuite, elle imite la quartzite est une pierre qui est chaude, jaune, rouge. C'est merveilleux de voir avec la reine. Oui, mais j'ai pas envie de descendre là. Non, Je vais te tenir. regardez. C'est elle aussi que, quelques jours plus tard, le ministre de la Culture et le secrétaire général du Concile suprême des Antiquités vinrent saluer et remercier. Monsieur le ministre, vous aviez vu? Il y avait là aussi Alain Fouquet-Abrial, qui fut l'artisan des rencontres ayant abouti à la mise en place de ce mécénat exemplaire. Mais les journalistes qui accompagnent alors les autorités se sont déplacés pour une autre découverte encore. Une statue d'hippopotame dont on cherche encore la tête. Cet hippopotame-là, celui du temple, avait été vu par nos prédécesseurs, mais l'eau était trop haute, il n'en avait vu que le dos arrondi. Et nous l'avons cherché pendant plusieurs années, jusqu'au jour où, en février 2004, c'était. Il y a un paysan du champ voisin qui est passé
j'étais juste ici, là où nous nous trouvons actuellement. Il est passé, il a dit, moi je connais vos prédécesseurs et j'ai travaillé déjà avec beaucoup d'entre eux au temple de Séti, ici. Et j'ai dit, ah oui, est-ce que vous étiez là quand on a trouvé un grand animal blanc? Parce que je ne savais pas s'il savait que c'était un hippopotame. Il a dit, l'éléphant, ah oui. Alors j'ai dit, ah oui, est-ce que vous vous souvenez où c'était? Il a dit, absolument, c'est là. Et il m'a montré que c'était à 3 mètres de l'ancien puits d'irrigation qu'ils avaient trouvé. Et il a dit qu'il l'avait effectivement recouvert. Alors très vite, nous avons ouvert un carré. Et je lui ai dit, je ne vous lâche plus, vous restez là. Et au bout de très peu de temps, dans ce carré, le dos de l'hippopotame a apparu. Alors, en cette année 2004, pour les ouvriers et pour toute l'équipe, conscients de ce qu'ils doivent à Monique Hennessy, c'est l'occasion de lui manifester leur reconnaissance. Mais pourquoi s'intéresser à cette opération sur le temple d'Amenophis III, au point de la soutenir par un mécénat qui se poursuivra pendant plus de 12 ans? Mais ma passion a commencé, je vous ai dit, à 8 ans, à l'école. J'étais dans une école qui n'existait pas à l'époque, qui s'appelait la méthode Montessori, qui venait d'Italie et où les enfants avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Et je ne sais pas pourquoi, je suis tombée sur les pyramides et sur l'histoire égyptienne. Et j'ai passé mon temps à peindre des pyramides. Voilà. Et j'ai été fascinée par l'histoire d'amour d'Isis et Osiris. Puis les années ont passé, les années ont passé, les années ont passé. Et j'ai rencontré un personnage connu en Égypte, ô combien, qui s'appelle Alain Foucault-Brial, avec qui on est devenus amis, avec qui j'ai travaillé au Caire au Manial. Et puis voilà, les années ont passé. Et Alain Fouquet m'a dit, mais tu sais, il y a une femme qui fait des travaux, qui est une femme assez extraordinaire. Et alors j'ai dit, ah bon? Et il m'a dit, et tu pourrais, étant donné que tu n'as pas d'enfant, faire ça. Et quand je reçois les photos, j'adore. Et l'Amenophis, en plus, il se trouve qu'Amenophis III ressemble à un homme qui a beaucoup compté dans ma vie, qui était très très beau, et qui du reste avait le corps d'un Égyptien comme sur les fresques. Et je lui disais toujours, tu as l'air d'une fresque égyptienne. Il avait une grosse bouche, mais très bien dessinée, comme celle d'Amenophis III. Alors, pour moi, la statue d'Amenophis III, Une année est passée, et puisque le colosse a été protégé pendant la période de non-activité du chantier, il convient maintenant de le démailloter pour une nouvelle saison de travaux. Au programme, la levée et le déplacement des plus gros des fragments. Le socle et le pied, mais surtout toute la partie droite du colosse, soit un fragment de presque 200 tonnes. Il n'est pas possible ici, dans un sol si meuble, d'utiliser une grue suffisamment puissante pour déplacer de telles masses. Alors ce sont des coussins gonflés d'air qui soulèveront la charge, par une succession de levées d'une dizaine de centimètres, pour finir par l'amener au niveau de la surface. The movement goes very slow and it's very difficult to put the kisses on the right places. And it just goes very slow. If today we are on the feet 50 centimeters higher, it's very good. Genau, jetzt wieder Holz rein. Dann. Entre chaque levée,
il faut recharger le sol de madriers et de petits galets pour replacer à nouveau les ballons avant leur gonflage. Les pompes puisant l'eau de façon permanente permettent de travailler dans de bonnes conditions. Ainsi, après quelques semaines, le fragment le plus important a été amené à la surface et l'arène apparaît alors dans toute sa beauté. Mais ce n'est là qu'une étape, car il faut organiser la fouille que préparent Ulrich Sourouzian et Rainer Stedelmann. Le reste pouvait se traîner. Absolument. Donc, En effet, le colosse nord, tombé sur son flanc droit, peut dissimuler des fragments importants et il est donc indispensable de fouiller sous cette masse, comme cela a été fait à son pourtour. Il faut les comparer, avec Ramesséum. Après qu'une pente douce a été aménagée, c'est sur des énormes poutres que les quelques 200 tonnes du plus gros des éléments du colosse vont glisser centimètre par centimètre pour dégager la zone de fouille. Palans et forces humaines tireront cette masse, tandis qu'à l'arrière, des ballons gonflés d'air faciliteront le déplacement par leur poussée. Avec cette technique, les ouvriers d'aujourd'hui ne sont pas si loin des méthodes utilisées par leurs ancêtres de l'Égypte pharaonique, comme nous le montre une paroi peinte de la tombe de Djeoutihotep, notable ayant vécu vers 1800 avant notre ère, soit quelques siècles avant Amenophis III. Année après année, sur le site du temple d'Amenophis III, le travail se poursuit. À quelques 200 mètres du deuxième pylône, dans l'axe du temple à l'ouest, plusieurs sphinx ont été mis au jour. Et puis, les fouilles menées en bordure nord de la zone du péristyle ont permis de dégager de nombreuses statues de Sermette, ces déesses à tête de lionne et au corps féminin. L'enchevêtrement de ces nombreuses statues semble témoigner d'une destruction brutale et désordonnée, dont les fouilleurs, menés par Myriam Seco Alvarez, gardent les traces précises. En quelques années, des dizaines de Sermettes auront redécouvert le soleil d'Égypte, plus de 3000 ans après la disparition du temple.
esta estatua hemos encontrado en las pulseras un resto de pigmento rojo. Tenemos mucho cuidado al limpiarlo porque en este yacimiento no tenemos la suerte de encontrar mucha policromía y tenemos que limpiarlo muy despacio y hacer una consolidación para conservar estos restos de color en la estatua. Après nettoyage, toutes ces statues sont photographiées sous tous les angles, puis dessinées avec précision. Au cours des années, nous avons trouvé beaucoup de statues de sphinx, de statues de la déesse Sekhmet. Et l'année dernière, une statue royale en granit noir qui représentait Amenophis III assis, les mains à plat sur les genoux, exactement comme les colosses de Memnon, les reines en moins, et qui se trouvait dans le négatif de la façade du péristyle. Quand je dis négatif, c'est le mur entier ayant disparu, tous les blocs sont partis, y compris les fondations. C'est autour des fondations que nous avons trouvé cette statue-là, ce qui nous fait supposer qu'elle flanquait le passage axial de la cour péristyle. Cette statue représente le roi avec des traits juvéniles. C'est vraiment un jeune roi qui vient d'accéder au trône, probablement. Il avait 10-12 ans, Amenophis III, quand il est monté au trône. Et je crois que c'est à ce moment-là que cette statue avait été faite. Quelques jours seulement après sa découverte, la statue est déplacée et mise en sécurité dans un dépôt du service des Antiquités, où elle rejoint la centaine de cermètres qui l'ont précédée. Entre-temps, au deuxième pylône, à l'emplacement du colosse nord, la fouille est achevée et le colosse sud est apparu. Lui aussi, couché sur son flanc droit, la main posée sur le genou. Malheureusement, comme son compagnon nord, il n'est pas complet. Mais pour Ourik Sourouzian, l'émotion est intacte lorsqu'elle découvre un nouveau portrait de la reine le long de la jambe du roi assis. La lumière, s'il te plaît. Merci. Oh, regarde, dès qu'on éclaire, on voit beaucoup mieux les détails et la beauté du visage. Avec cet éclairage, formidable. C'est cassé ici, l'extrémité était là. Et... Ah! Mais viens voir. Viens voir le pagne. Sur le pagne, il y a un décor de plantes. Il y a des papyrus, un lotus, tu vois? Et on voit les plis du pagne et les plantes qui retombent. Quel beau bas-relief! Alors que le colosse sud repose maintenant sur le dos et qu'il a été nettoyé, la reine Tilly, l'épouse du pharaon Amenophis III, nous offre le sourire énigmatique que l'on retrouve sur tous les portraits royaux de cette époque. Ce sourire et la qualité esthétique de ses sculptures semblent bien être des constantes artistiques de ce règne. Ce même sourire aux lèvres légèrement ourlées, que l'on a déjà vu sur le visage du jeune pharaon assis, on le retrouve aussi sur le visage des sphinx qui ont été sculptés à son effigie.
ces visages avec un sourire très serein, on voit bien qu'il n'y a pas de tourment, on n'a pas le besoin de faire refléter des temps de trouble ou des inquiétudes. C'est un visage vraiment serein, avec un beau sourire éternel. Ce règne était plutôt pacifique et un règne prospère, avec beaucoup d'échanges culturels et commerciaux avec les voisins, les pays voisins, qui étaient aussi des grandes puissances. L'Égypte était très riche et l'Égypte à cette époque était à l'apogée de sa civilisation et de son expansion. C'est un règne merveilleux en somme. Si les reines, protégées par la jambe et le genou du pharaon, sont parvenues intactes jusqu'à nous, le visage des colosses du deuxième pylône, tout comme ceux des colosses de même nom, ont disparu. Pourtant, des fragments imposants appartenant à la tête du colosse sud ont été retrouvés. Voici, sur sa barbe postiche, la bouche du pharaon. À quelques 200 mètres plus à l'ouest, Oryx Ourouzian et son équipe ont mis au jour d'autres portraits du pharaon, appartenant à des statues en quartzite posées sur des socles en granit noir. Avec la première tête, il est apparu que ces colosses, trouvés au nord de la cour, portaient la couronne de Basse-Égypte, couronne plate à front relevé. Ces petits colosses de 8 à 9 mètres de haut tout de même étaient placés entre les colonnes qui encadraient la cour. Bien sûr, aucun d'eux n'est parvenu intact jusqu'à nous, et c'est pourquoi Miguel Lopez et son équipe en assurent le remontage quand cela est possible. De l'autre côté de la cour, au sud, des bases en grès supportant les colosses et les colonnes, il ne subsiste que des vestiges bien usés. Pourtant, c'est bien sur elles qu'étaient posées les statues en granit rouge, celles-là, coiffées de la couronne de Haute-Égypte. De fait, au tout début des années 2000, une première tête en granit, portant la couronne du royaume du Sud, celle de Haute-Égypte, fut retrouvée en assez bon état. Et puis en 2011, une autre tête, parfaitement conservée cette fois-ci, vint faire la joie des égyptologues. Sur cette tête, la couronne est parfaitement conservée. Et sur le visage, toujours la même sérénité. Mais plus que les visages de ces colosses en granit, ce sont les pieds qui ont été retrouvés en bon nombre. Peu de parties médianes de ces colosses sud en granit ont été retrouvées sur le site. Pourtant, sans doute suffiront-elles pour que plusieurs d'entre eux puissent se dresser à nouveau sur leur socle. Imaginons un instant l'aspect que pouvait présenter cette cour. Au nord de l'axe central, une série de colosses en quartzite sont coiffés de la couronne de Basse-Égypte. Tandis qu'au sud, une autre série de colosses en granit rouge, ceux-là, porte celle de Haute-Égypte. De part et d'autre de ces statues, des colonnes supportent une couverture de dalles de pierre. À l'est, deux grandes stèles encadrent le passage dans l'axe du temple. Ainsi, par ce choix architectural où le royaume du Sud et celui du Nord
Bien différenciés par leur couleur et par leur aspect, mais réunis dans un même ensemble, le pharaon Amenophis III affirmait-il son autorité sur l'ensemble de l'Égypte unifiée. Mais si les colonnes ont disparu, il n'en est pas de même pour le sol de la cour, dont le pavement d'origine est encore en place. Nous sommes maintenant au niveau du 3e pylône, dont les briques modernes permettent de visualiser l'emplacement. Là aussi, dans l'axe du temple, subsiste une masse informe de calcite. Tout laisse penser qu'il s'agit là encore de colosses, un, peut-être deux, qui précédaient le 3e pylône. Mais la nature de cette pierre très fragile ne permet pas d'espérer découvrir des statues dans un bon état de conservation, d'autant que des racines viennent occuper le moindre interstice. Au 2e pylône, alors que la consolidation des deux colosses se poursuit, une dalle de béton est coulée à l'emplacement précis de la position initiale du colosse nord. Il en sera de même pour le colosse sud. En effet, l'objectif des prochains mois de travail sur ces terres consistera, sous le contrôle de l'architecte Nairi Ampikian, à redresser le colosse nord, le plus complet, et à mettre en place les différents éléments qui le composent. Une année est passée et la partie inférieure du colosse a été amenée à proximité immédiate de la fondation en béton, mise en place l'année précédente. Sous cette masse de près de 200 tonnes, a été coulée une assise de béton indispensable pour en assurer la stabilité. Bien, ici tout est prêt pour redresser le colosse. On va approcher seulement 15 cm de ce côté pour aller jusqu'à le coin. Et on a choisi ces méthodes parce que c'est les mêmes qu'on avait utilisées au temps d'Amenophis III, mais c'est mieux d'aller là-bas pour regarder au même nom le système. Bien, alors ici on peut regarder le coin qu'on va utiliser. Là-bas c'est la même chose parce qu'ils ont utilisé au temps d'Amenophis III le système pour redresser le colosse. C'est comme ça. Alors, je m'avais posé la question l'année dernière de comment faire pour monter le colosse. Et je suis été ici pour regarder le système. Et on avait compris que cette méthode c'est le plus logique et le meilleur. Le socle de la statue viendra donc buter contre l'encoche ménagée dans le soubassement et la statue pourra être redressée sans glisser. Mais ce qui se faisait dans l'Antiquité grâce à la force de centaines d'ouvriers et de talents se fera aujourd'hui en utilisant la technique des coussins gonflés d'air. Chacune des levées semble bien modeste, mais insensiblement cette masse énorme se soulève. La préparation de chaque poussée nécessite beaucoup de temps. Après chacune d'entre elles, il faut dégager un coussin sur deux, ensuite rajouter des cailloux, puis des madriers sur lesquels seront posés de nouveaux coussins qui seront gonflés d'air à leur tour. كيف راجع على البراطيل القبله راجع على البراطيل والصقل هذا بربيع ابعث بربيع يلا ايدك عشان نشوفك
Avant que le colosse ne risque de basculer brutalement, Miguel Lopez fait mettre en place un câble qui permettra de le retenir et de le poser doucement sur le sol. Par sécurité, des poutres ont été placées sous le socle pour éviter une chute brutale en cas de rupture. Come on! Johnny! Ça sert bien, oui, oui. Je crois que c'est le très beau moment de la journée et de toute l'opération d'ailleurs. 6 jours de travail auront été nécessaires pour redresser le colosse. émouvant, très émouvant. Année après année, le travail se poursuit dans les différentes zones. Au 3e pylône, le premier colosse en albâtre s'est montré en bien meilleur état de conservation qu'Auric Sourouzian ne le craignait. Bien. C'est merveilleux, hein? À chaque fois on s'en lasse pas. Incroyable. Ouais. Et dire que l'année dernière encore tout cela a été complètement enterré. À vrai dire, on s'y attendait, hein? On s'attendait à cette surprise-là, on espérait, mais que le visage soit tellement bien conservé malgré les raccords, les réparations anciennes. De fait, la fragilité de l'albâtre et parfois son absence d'homogénéité ont contraint les sculpteurs de l'époque à placer des pièces de pierre saine pour remplacer les parties du visage de mauvaise qualité. Oui, le plus impressionnant, c'est ce raccord circulaire qui est là. C'était une plaque qui tenait à ce tenon, si je puis dire ainsi. Et le tenon est encastré dedans et a tourné d'un quart ou d'un huitième de tour. Vous voyez, on tourne, on enlève. Il y a 2 petits tenons des 2 côtés de la douille qui vient donc s'insérer ici. On tourne vers la gauche et ainsi c'est vraiment solide. On peut pas risquer de le voir tomber. Oui, ici nous avons non seulement la très belle main gauche du roi, avec tous les doigts intacts, absolument bien polis, très joliment polis, mais encore le pagne plissé. Deux nouvelles années se sont écoulées et un autre colosse en albâtre
le sud, est apparu à quelques mètres de son compagnon nord. Comme lui, il a basculé sur son flanc droit lors de sa chute. Et si sa tête n'est pas encore visible, l'équipe a bon espoir de la découvrir lors des toutes prochaines campagnes. Entre ses deux jambes, le personnage féminin qui se tient debout n'est sans doute pas une reine, mais vraisemblablement une jeune princesse. 2 années plus tard, l'équipe ne découvrira de la tête et de la poitrine du colosse sud que la trace de leur chute sur le sol. Aquí en realidad estaba parte del pecho, parte de la barba y teóricamente la cabeza estaría aquí, pero todavía no la hemos encontrado. La fuerza, el impacto de la piedra al caer ha dejado señales, como se ve. Estos son señales del alabastro. Señales del alabastro. Y aquí lo vamos a dejar como una muestra de lo tremendo que fue el impacto cuando cayó el coloso. Cuando cayó una parte del coloso, porque la otra parte está aquí. Au deuxième pylône, après le redressement du colosse nord, sa partie basse a été complétée par le pied. Bientôt, le genou et la main seront mis en place à leur tour. Puis le buste et les épaules. Toutes ces opérations sont extrêmement chronophages. Manipuler ces énormes blocs de pierre à plus de 10 mètres de hauteur n'est pas très simple, et la moindre erreur peut s'avérer dramatique. Pourtant, il s'agit bien de positionner parfaitement ces fragments de plus de 10 tonnes, quand bien même les points de contact se trouvent réduits au minimum. On a les contacts sur les bras seulement, et ici un petit morceau. Et ça c'est parfait, les contacts. Tu peux voir là-bas. Un petit contact seulement. Revenons maintenant à quelques 200 mètres à l'ouest, car là-bas les travaux avancent aussi. Des blocs de grès, trouvés dans la tranchée de fondation et appartenant au mur d'enceinte de la cour, font l'objet de soins particuliers. De ces murs clôturant la grande cour, très peu de blocs subsistent. Alors on comprend pourquoi les spécialistes sont si attentifs à la bonne conservation de ces pierres si rares et fragilisées par leur long séjour dans la terre. Pour les débarrasser des sels accumulés pendant des siècles dans le sol gorgé d'eau, les restaurateurs tapissent les blocs d'arbocelle. Ce produit absorbe les sels au fur et à mesure de son séchage, et l'opération est renouvelée jusqu'à complète disparition des traces salines. Mais ce qui fait l'intérêt de ces quelques blocs conservés, ce sont les scènes qui y sont gravées. Des scènes de nature, des scènes de vie quotidienne qui rappellent celles de la période amarnienne, c'est-à-dire du fils d'Amenophis III, Akhénaton. On pourrait dire que ça anticipe sur la période amarnienne, mais moi je pense que ça remonte à très très loin. Il y a des scènes de la nature déjà dans les temples de l'Ancien Empire. Comme nous avons très peu de ces scènes-là conservées, nous pensons qu'elles sont rarissimes, mais si on en a depuis l'Ancien Empire, ça signifie qu'il y avait une institution et qu'il y a une continuité jusqu'à maintenant. Ces scènes se situaient sur les faces extérieures du temple, alors qu'on réservait les scènes rituelles d'offrande et de cérémonie pour l'intérieur. Il faudra encore quelques années de fouilles et de travaux pour restituer et remettre en valeur ce qui fut le plus grand temple jamais construit par un pharaon. Plus de 500 mètres dans l'axe est-ouest. Et puis, en 2012, l'équipe de fouilles dégagea 2 nouveaux colosses appartenant à ce même temple, mais représentés debout ceux-là. Situés à quelques 350 mètres au nord de l'axe principal du temple, ils ont permis de préciser la dimension nord-sud de l'enceinte, environ 700 mètres.
Depuis leur découverte, ils ont été consolidés et nettoyés avant de pouvoir être remontés à quelques dizaines de mètres de leur emplacement initial. 2 années plus tard, les 2 colosses de la porte nord se dressent à nouveau à proximité de leur emplacement initial. Jusqu'à la fin du siècle dernier, seuls les fameux colosses de même nom attestaient de la présence de ce temple gigantesque. Les travaux menés par Ourik Sourouzian et son équipe depuis une quinzaine d'années permettent aujourd'hui de mieux se représenter ce que fut ce temple construit par un pharaon au règne pacifique et prospère. Ce fut un premier tremblement de terre, survenu environ quelques 150 années après la fin du règne d'Amenophis III, qui détruisit son temple. Les colosses du 2e et 3e pylône, couchés selon la même orientation, attestent de cette destruction brutale. Mais d'autres marques, encore visibles dans le dallage, maintenant presque entièrement protégées par du sable, en témoignent. Dans un premier temps, le sol gorgé d'eau et subissant une très forte pression a soulevé les dalles de façon explosive. Aussitôt après, et tout aussi brutalement, elles ont été aspirées dans la dépression qui s'est créée en réaction. Ce sont ces dalles que l'on voit là, orientées de façon à créer un cône dont on devine la moitié, l'autre à gauche étant encore recouvert de terre, les murets en briques crues n'étant là que pour éviter que les banquettes ne s'effondrent. Mieux encore, des sismologues arméniens, Arkadi Karakanian et Ara Avagnan, ont rendu visibles les traces du violent séisme. Les lignes de sable foncé dont ils prélèvent des échantillons sont la preuve tangible de la force du tremblement de terre. Vous voyez, c'est un sable foncé. Donc on sait par la géologie qu'il se situe dans la profondeur. Et donc dans les fissurations qu'on observe ici, dans les fissures, il y a ce sable injecté des profondeurs dû aux secousses sismiques. Ainsi, au sol, après ce premier tremblement de terre, de nombreux blocs de pierre furent réemployés au profit d'autres temples de la région thébaine, construits par les successeurs d'Amenophis III sur les 2 rives du Nil. Plus tard sans doute, ce sont les blocs en granit qui ont eu la faveur des carriers. En effet, le granit est une pierre dure qui peut se débiter selon des surfaces régulières. C'est la raison pour laquelle on constate de nombreuses traces de débitage sur certains fragments de statues. D'autres en granit noir ont été retaillés et parfois réutilisés sur place. Mais si l'objectif d'Ourik Sourouzian et son équipe est l'analyse scientifique de cet ensemble monumental, il consiste aussi à la mise en valeur et à la restitution de ce temple. Pour l'heure, après plus de 16 années de travaux à raison de 3 mois par an, la tête du colosse nord du 2e pylône retrouve sa place, après plus de 30 siècles passés dans la gangue boueuse. خلاص بس كده تمام خلاص ميرسي شكرا يا منير كويس
Il faudra encore quelques années de travail avant que les visiteurs puissent pénétrer dans ce temple. Ils passeront alors entre les statues colossales dressées à nouveau, puis s'émerveilleront dans la cour à péristyle, avec ses colosses de granit et de quartzite, et ses très nombreuses statues de cermètes. Ce jour-là, je crois que nous pouvons partir, nous tous, heureux, et laisser le reste aux générations suivantes. Oui, qui feront les cours, qui feront tout ce qui entoure le temple, et que nous viendrons visiter du ciel. C'est un travail d'équipe que nous faisons. Nous avons 300 ouvriers en moyenne et une quarantaine de spécialistes, experts, comme vous voulez. Et chacun joue son rôle important dans ce travail. Et si on avance, si on a du succès dans notre progrès, c'est grâce à l'équipe qui est soudée et qui est vraiment dédiée à son travail. Et vous avez vu comment chacun travaille avec joie ici. Je crois que c'est ça qui fait son succès à l'équipe.